Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette analyse et cet avis sur l'épisode 4 de la saison 8 de Game of Thrones. Et si vous n'aimez pas trop les théories, rassurez-vous, elles seront toutes réunies dans la vidéo d'analyse du teaser de l'épisode 5 qui sortira donc mercredi. Il ne reste donc maintenant plus que 2 épisodes pour terminer cette série incroyable qu'est Game of Thrones, mais j'avais envie de vous remonter un peu le moral avec des informations qui proviennent du blog en ligne de J.R.R. Martin, l'auteur des livres, un blog qui s'appelle Not a Blog d'ailleurs, et dans lequel il confirme que 3 séries dérivées de Game of Thrones continuent d'avancer, sachant que la plus avancée, qui devrait être en tournage cette année, se situe à l'époque de la Longue Nuit, plusieurs millénaires avant les événements de Game of Thrones, mais que les 2 autres sont en cours d'écriture et avancent bien, et que l'une d'entre elles pourrait avoir un lien avec l'histoire des Targaryens. Bien évidemment, ça va de soi, je couvrirai ces séries sur cette chaîne, que ce soit avant leur sortie et pendant leur diffusion, bien sûr, mais aussi la série The Witcher qui arrive sur Netflix, ou encore la série Le Seigneur des Anneaux qui arrive sur Amazon, et bien d'autres merveilles, je ne vais pas tout citer ici, mais du coup, pour ne rien rater de l'après Game of Thrones, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et puis de toute façon, si vous ne le faites pas, je vous abandonnerai à Tormund. Dès l'animation du générique, on observe que Winterfell est un peu abîmé, avec quelques rouages en pagaille dans la salle de la cheminée, et le scorpion visant la tête de Balerion la Terreur, qui nous tease depuis le début de la saison dans les profondeurs du Donjon Rouge, a frappé fort dans cet épisode 4. Je me suis d'abord interrogé sur l'origine du titre de cet épisode qui s'appelle The Last of the Starks, les derniers des Stark. Alors d'abord, ça correspond à la façon dont Arya va appeler le groupe qui est réuni au bois sacré et qui compte évidemment Bran, Sansa, Jon et elle-même, qui sont plus ou moins les derniers Stark, ça dépend pour qui. Quoi qu'il en soit, quand on y réfléchit un petit peu attentivement, la dernière Stark à pouvoir vraiment prétendre à Winterfell, eh bien c'est Sansa. Elle pourrait même éventuellement prétendre au trône de fer, non pas par légitimité, mais par les soutiens qu'elle pourrait réunir, mais bon, c'est une autre histoire. On l'avait déjà compris auparavant, Bran ne se voit pas du tout en seigneur de Winterfell, et l'épisode souligne qu'il ne veut rien, il vit dans le passé et n'est pas du tout destiné à régner sur le Nord. Arya, quant à elle, reste fidèle à l'image de son futur qu'elle confie à son père dès la première saison. Devenir une lady, ça ne lui correspond pas, tout comme Nymeria n'était pas faite pour rester un animal de compagnie. Ce qui ne laisse donc en toute logique que Jon et Sansa. Or, Jon, selon les lois qui régissent les 7 royaumes de Westeros, eh bien il est un Targaryen et non pas un Stark. Et oui, un secret qui a été gardé toute une vie par Ned Stark est révélé en moins de 24 heures par Sansa. L'épisode s'ouvre sur les bûchers funéraires de ceux qui ont donné leur vie pour sauver le monde, les boucliers des royaumes des hommes, comme le dit Jon, en étendant ainsi le serment de la garde de nuit à eux tous, à titre posthume, et en appelant à la postérité de ces héros. Les adieux sont déchirants, notamment ceux de Daenerys à Ser Jorah. Je ne sais pas ce qu'elle lui murmure, mais quelque chose de très doux à n'en pas douter. Sansa ne laisse aucun doute sur le fait que Théon était un Stark lui aussi, élevé avec eux et mort pour eux. Et peut-être que Jon pourrait enfin trouver une forme d'exemple dans le caractère parfois tranchant de Lyanna Mormont. Et oui, c'est vrai, Jon a su faire des choix terribles par le passé, mais dans cet épisode, son indécision reste parfois très frustrante et problématique pour le futur. Dans cet épisode, je dois dire que personnellement, j'ai particulièrement apprécié la longue scène de banquet pour la qualité des interactions entre différents personnages. Tout au long du repas déjà, les réactions de Sandor Clegane m'ont fait sourire, rien que le fait qu'il soit le seul à continuer à manger quand tous les autres célèbrent Gendry. Il est comme un papa, en rogne de savoir que sa fille a un petit ami. Je pensais que la légitimation de Gendry viendrait de Jon, mais Daenerys le fait avec une grande habileté politique, espérant s'assurer le soutien d'une lignée puissante et de l'une des 7 couronnes. Apparemment, dans l'assistance, il n'y a que Sansa qui semble véritablement comprendre et s'inquiéter des implications de ce geste de Daenerys, et par un jeu de regard, elle le laisse comprendre à Tyrion, ce qui est quand même une marque de confiance puisqu'il reste la main de la reine. On avait déjà vu en première saison avec Shae, le jeu à boire proposé par Tyrion, chaque vérité devinée sur l'autre lui impose une gorgée. On retrouve enfin un peu du Tyrion qu'on connaît, et le tout est agrémenté des expressions toujours aussi fabuleuses de Podrick, excellente interprétation là encore. Et tout comme en première saison, ce jeu se termine par une scène de sexe, mais pas forcément celle que Tormund aurait imaginée. Je ne pensais pas forcément que Jaime et Brienne s'aimeraient de cette façon, mais après tout, une telle tension amoureuse a bien le droit de s'exprimer après autant de saisons. On remarque que c'est le choix de Brienne quand elle s'occupe des vêtements. Revenons à Tormund, qui permet d'incarner à lui seul la dévotion du Nord au sens large envers Jon.
Homme ressuscité, chevaucheur de dragons, seul un fou ou un roi pourrait en faire autant, voilà largement de quoi renvoyer Daenerys aux implications de la révélation de Jon quant à ses origines. C'est aussi le moment où la production a laissé un gobelet Starbucks sur la table, c'est carrément bizarre mais bon, je crois plus à une erreur qu'à un grand complot marketing. Sans l'ombre d'un doute, mon moment préféré de toute cette séquence correspond au dialogue entre Sansa et Sandor. J'avais presque arrêté d'espérer, et paf, on a enfin le face-à-face entre le petit oiseau et le bouffeur de poulet. Évidemment, Sansa aurait dû suivre Sandor quand il a fui la bataille de la Nera, mais ce qu'elle a traversé a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Bon alors ok, admettons, mais quand même ne pas être violé ni torturé par Ramsay Bolton, ça aurait sans doute été pas mal non plus. Et j'ai souri avec Sandor quand Sansa lui raconte avoir donné Ramsay en pâture à ses limiers, Hounds en VO, comme le surnom de Sandor, The Hound, notamment du fait des chiens des armoiries de la maison Clegane. Du coup, entre les deux beaux gosses, Tyrion et Sandor, est-ce que le cœur de Sansa balance? Bon, quoi qu'il en soit, concernant Sandor, il me semble plutôt que c'était une marque de tendresse et peut-être une forme d'adieu entre ces personnages. Serge Jorah nous a malheureusement quittés, mais la Friendzone a encore de beaux jours devant elle grâce à Gendry qui file demander Arya en mariage et lui proposer la vie qu'elle a toujours refusée. Alors là, il n'y a pas à dire, bien joué Gendry, mais est-ce qu'on peut supposer une forme d'avenir quand même pour ces deux-là? Je ne pense pas, mais potentiellement une question à aborder dans la vidéo théorie de mercredi. Et justement, à ce sujet, n'hésitez pas à laisser vos propres questions et vos théories en commentaire, que ce soit sous la vidéo YouTube ou encore sur Twitter. Et n'hésitez pas aussi à soutenir les questions, les théories que vous préférez, plutôt que répéter la même des centaines de fois dans différents commentaires, puisque je suis tout seul à lire tout ça, et que des milliers de commentaires, c'est juste impossible pour moi de tous les lire malheureusement. Dans la scène entre Jon et Daenerys, on passe en plein drame shakespearien, alors que l'amour entre ces deux êtres se fait méchamment balayer par une fatalité taquine et d'autres passions prenant le dessus, notamment celle du pouvoir. Attiré par Daenerys, Jon se souvient de leur lien familial et l'effet tue l'amour est immédiat. Quant à elle, son obsession de lui faire garder le secret à tout prix trahit celle qu'elle nourrit pour le trône de fer. Et voilà, Daenerys est convaincue de sa propre destinée, alors que Jon n'a jamais vraiment cru en la sienne, et c'est sans doute la différence ultime qui ferait que Jon serait potentiellement un meilleur monarque que Daenerys. Le doute, la conscience du poids écrasant du pouvoir et la volonté de rassembler, voilà ce qui caractérise Jon, mais sans oublier une forme de naïveté qui en devient gênante. Encore une fois, il croit qu'il est possible de concilier l'inconciliable. Il renouvelle son serment d'allégeance à Daenerys, mais il refuse de garder le secret auprès de sa famille, alors que Daenerys, elle, devine parfaitement les conséquences de sa révélation à ses sœurs. Ceci dit, on peut évidemment comprendre le choix de Jon, et en faisant un petit effort aussi comprendre le point de vue de Daenerys. Après tout, elle le supplie de ne pas révéler cette vérité terrible à son entourage, à sa famille, mais il ne l'écoute pas, il n'écoute pas la prophétie de catastrophe, et pourtant Daenerys a sans doute raison. Bon alors au passage, j'ai failli oublier de mentionner Davos, mais il n'y a presque rien à dire, quoique il explique la fin de Mélisandre à Tyrion et s'interroge sur le Seigneur de Lumière, où est-il maintenant? Et si je pouvais répondre directement à Ser Davos, je lui dirais « Mon pauvre chevalier oignon, je crains que le Seigneur de Lumière n'ait disparu dès la fin de l'épisode 3 avec tout le reste des intrigues occultes de la série ». Un conseil de guerre restreint se tient dans la bibliothèque de Winterfell et on apprend au passage qu'il y a un nouveau prince à Dorne et qu'il apporte son soutien à Daenerys. Mais du coup, est-ce qu'on verra les forces de Dorne rappliquées à un moment opportun? Eh bien, on peut en discuter dans la vidéo consacrée aux théories de mercredi. Et si c'est une question qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires et sur Twitter. La mère des dragons veut donc maintenant prendre la capitale, Port-Réal, King's Landing, et Tyrion propose un blocus qui permettrait à la population de se soulever et de renverser Cersei de l'intérieur, une proposition que soutient Jon. Sansa conseille de laisser les troupes se reposer, clairement une manœuvre pour temporiser et laisser la reconnaissance envers Daenerys s'essouffler suffisamment pour que la participation du Nord à la guerre soit remise en cause. Et là encore, franchement, on peut assez facilement comprendre la colère qui anime la Khaleesi sans Khalasar, puisqu'elle est venue sacrifier la moitié de ses troupes ou plus dans le Nord pour sauver le monde de la menace des marcheurs blancs, et elle s'attend à ce que la réciproque soit vraie et qu'elle soit soutenue en retour pour son attaque de King's Landing. Daenerys annonce qu'il est temps de libérer les 7 royaumes de la peur et de la cruauté, mais Sansa ne semble pas vraiment convaincue. Attention toutefois, il me semble très important de garder à l'esprit qu'à ce moment de l'épisode, le plan qui a été accepté par Daenerys ne consiste pas à foncer sur la capitale et à tout détruire, mais bien à mener une guerre d'attrition. Dans la scène du bois sacré, Arya reconnaît que le Nord avait besoin de Daenerys et surtout de ses troupes, et que Jon a fait le bon choix quand même, mais elle enchaîne en disant qu'elle ne lui fait pas confiance, qu'elle ne la connaîtra jamais, car elle ne fait pas partie de la famille.
Et ça, je dois bien dire que c'est sans doute un des trucs les plus bornés et les plus xénophobes que j'ai jamais entendu dans la série. Et oui, la définition de la xénophobie, c'est la peur, la méfiance, le rejet de tout ce qui est étranger, et c'est ce que prône Arya, le repli sur soi. Comment peut-on placer de telles idées chez Arya alors que c'est elle qui a fait l'expérience du plus grand nombre de cultures différentes parmi les Stark? Le pire sans doute, c'est que la méfiance d'Arya à l'encontre de Daenerys ne s'appuie sur rien de concret, c'est peut-être une intuition, mais au moins la série aurait pu le montrer si c'est le cas. Quant à la décision de laisser la révélation à ses sœurs se faire hors caméra, je ne suis pas forcément un fan du procédé, mais bon, pourquoi pas, hein, c'est un choix de mise en scène. Quoi qu'il en soit, Sansa ne respectera pas sa promesse, et évidemment, pas avec le potentiel que porte une telle information. Elle dit ne pas vouloir que Jon parte guerroyer au sud, mais en révélant son secret, elle le met sans doute bien plus en danger encore. J'apprécie que Tyrion ne retourne pas sa veste pour un oui ou pour un non et tente de son côté de convaincre Sansa qu'il serait préférable pour elle de nouer une bonne entente avec Daenerys. Et puis en réfléchissant un peu, l'approche très frontale que prend Sansa face à Daenerys ne correspond pas forcément à ce qu'elle aurait pu retenir de l'enseignement entre guillemets laissé par Littlefinger, bonjour la subtilité. Quoi qu'il en soit, la bombe est lâchée et je pense que Sansa devine à l'avance les conséquences terribles quand la nouvelle va se répandre parmi les conseillers de Daenerys. Pour une raison logique qui m'échappe mais arrange bien les scénaristes, Tyrion et Jaime sont soudain dans une auberge plutôt qu'à Winterfell. Après quelques vannes salaces, nous avons droit à une démonstration de négociation à la Bronn. Personnellement, j'ai tendance à penser que dans cette scène, Bronn était en train de bluffer, mais avec lui, on ne sait jamais jusqu'où il est capable d'aller. Du coup, négociation réussie, ce sera au jardin à la place de Vivzeg. Ceci dit, comme Bronn le dit lui-même à propos de Cersei, qui devrait rester en vie et ce n'est pas gagné, eh bien encore faut-il que l'un des deux frères Lannister au moins reste en vie et avec suffisamment de pouvoir pour honorer une telle promesse. C'est pas gagné non plus. Dans cette discussion, le clin d'œil le plus amusant vient de la définition très brutale des maisons nobles par Bronn, et comme souvent, il a parfaitement raison. C'est bel et bien un scélérat qui a fondé la maison Lannister, un certain Lann le Rusé, qui aurait pris Casterly Rock à la famille Casterly à l'époque de l'âge des héros. Et parmi tout le casting de la série dérivée, je verrais bien Jamie Campbell-Bower ou Josh Whitehouse dans un rôle comme celui de Lann, et sachant que le tournage devrait débuter cette année. Parmi les toutes meilleures scènes de l'épisode pour moi, on a Arya qui rejoint Sandor sur la route vers King's Landing. Chacun a des comptes à régler, ils sont incapables de laisser de côté leur passé et leurs promesses de vengeance. Et si Sandor est à nouveau blessé, Arya blague en lui disant qu'elle le laissera encore une fois mourir. Et franchement, on se demande bien pourquoi Arya n'a pas proposé directement son intervention à Jon et Daenerys, peut-être pour éviter une guerre, en disant qu'elle était capable d'assassiner Cersei sans trop de difficultés. Mais bon, apparemment, c'est dans la psychologie de ce personnage de faire ses petites magouilles dans son coin. L'épisode enchaîne ensuite les séquences d'adieu pour Jon, avec Tormund d'abord, puisque les sauvageons rejoignent le nord du mur, avec Fantôme au passage, puisque Jon estime que son loup y sera plus heureux, et enfin avec Sam et Gilly. Évidemment, on remarque que Fantôme n'est pas ressorti totalement indemne de la bataille, mais ce sont nos cœurs surtout qui sont meurtris quand Jon n'a même pas une dernière caresse pour lui. Alors oui, je sais bien qu'en théorie, tous les Stark ou presque ont un lien télépathique avec leur loup, tout du moins dans les livres, parce que dans la série, à part Bran, on n'a jamais rien vu de tout ça, ou quasiment pas, et du coup c'est un petit peu facile de se reposer sur ce fameux lien télépathique que la série n'a jamais utilisé, pour se dire qu'en fait il lui a dit au revoir comme ça, d'esprit à esprit, et qu'il n'y avait même pas besoin de lui faire quelques papouilles, c'est quand même bien malheureux. Gilly est donc enceinte, sans doute le seul développement que les scénaristes ont pu imaginer pour elle. Après tout, pas évident de développer ce personnage. Quant à Sam, on s'interroge, son rôle dans cette saison se limite-t-il, au final, tout comme Bran, à révéler à Jon ses origines et à douter de la capacité de Daenerys à être reine? C'est très possible, je pense qu'on revoit Sam en toute fin de saison, mais il est quand même dommage que ces fameux livres interdits qu'il avait volés dans les rayons de la citadelle n'aient au final servi absolument à rien. Quoi qu'il en soit, un tel plan des proches de Jon réunis en adieu ne peut que laisser planer la crainte sur son destin, et c'est évidemment volontaire. Funeste présage ou manipulation astucieuse des spectateurs nous seront vite fixés. Tout s'accélère ensuite dans la seconde partie de cet épisode, et moi aussi je vais un peu passer la seconde, sinon on en a pour 40 minutes. Première scène de discussion entre Tyrion et Varys, et c'est clairement ce dernier qui émet les doutes les plus durs quant à l'état d'esprit de Daenerys et sa capacité à faire une bonne reine. De mon point de vue, à ce moment du récit, c'est assez inexplicable. Varys sert Daenerys depuis plusieurs saisons, il a déjà soutenu des souverains qui ont commis des atrocités, et soudain, il s'inquiète parce que Daenerys reste focalisée sur l'objectif qui était déjà le sien depuis des années. Et oui, franchement, pour moi, c'est là un revirement qui ne fait aucun sens à ce moment précis de l'épisode, puisque Daenerys n'a même pas encore décidé d'attaquer frontalement la capitale.
Quoi qu'il en soit, c'est en vue de Dragonstone que les navires de Daenerys et ses dragons tombent dans une embuscade tendue par Euron et sa terrible flotte équipée de scorpions. Hop hop hop, là je vous arrête, ne vous inquiétez pas, on va évacuer tout de suite un point qui fâche. En effet, à dos de dragon et haut dans les airs, Daenerys aurait dû voir venir de très loin, de plusieurs lieux, la flotte de Euron Greyjoy, mais que voulez-vous, comme ils l'ont démontré dans l'épisode 3, les showrunners ne se préoccupent pas beaucoup du réalisme dans tout ce qui est stratégie militaire. La réaction de Daenerys consiste donc à foncer droit sur les tirs pour cramer les navires, alors qu'il suffirait de les attaquer directement par la poupe, par l'arrière, pour rendre les scorpions totalement inopérants, avec la voilure et la structure arrière des bateaux qui bloqueraient leur ligne de tir. Et puisque Drogon semble bien plus dur à toucher que Rhaegal, c'est sur la flotte de Daenerys que Euron se déchaîne. Il était déjà le méchant le plus caricatural de la série, il devient aussi le plus efficace, bien plus que le roi de la nuit. Avec une belle scène d'action pour Tyrion et une pseudo-mort à laquelle personne ne croit, on a enfin la certitude que Varys n'est pas une sirène. Non mais cherchez pas, c'est juste un clin d'œil à une vieille théorie pourrie qui traînait depuis longtemps sur internet. Et plutôt que de presser son avantage et de faire un véritable carnage sur les survivants, eh bien Euron décide plutôt de faire demi-tour et de repartir avec une prisonnière. Pas de bol, ça tombe sur la pomme de Missandei, comme quoi ces canaux de sauvetage c'est une belle connerie, merci Vergris. Un peu plus tard, à Port-Réal, et comme je l'avais deviné dans mon analyse du teaser de l'épisode, Cersei fait entrer la populace pour s'en servir comme d'un bouclier humain. Utiliser les gens, c'est évidemment ce que Cersei fait aussi avec Euron, en lui promettant monts et merveilles, et le règne à venir d'un enfant qui n'est pas du tout le sien. Mais d'ailleurs, Cersei est-elle seulement enceinte? Voilà une excellente question pour la vidéo théorie. Comment Cersei et Euron savent-ils que Missandei est si importante pour Daenerys? Sans doute, on peut le supposer, grâce aux petits oiseaux de Qyburn, mais une scène, pour nous le montrer, aurait été la bienvenue. À Dragonstone, Varys estime qu'une attaque directe sur la capitale serait une erreur, car il craint le nombre écrasant de victimes innocentes. Malheureusement, Daenerys se voit comme celle qui abat les tyrans du monde, quel qu'en soit le prix. Effectivement, les méchants ne se considèrent jamais eux-mêmes comme ayant le mauvais rôle, et pourtant, voilà bien un discours de tyran convaincu de suivre sa destinée. Voilà exactement la situation que Varys craignait, et cette fois, au moins, il a une raison plus valable de remettre en question les décisions de Daenerys. Il va loin puisqu'il envisage ouvertement la trahison et potentiellement de mettre Daenerys de côté par tous les moyens afin de laisser la place à Jon. De l'aveu muet de Tyrion, Jon ferait sans doute un meilleur monarque. On se souvient pourtant tous de la terrible mise en garde de Daenerys à Varys en saison 7 en cas de trahison, ce qui laisse supposer encore bien des tragédies à venir. Et c'est ainsi que la série file donc sans doute vers une confrontation entre Jon et Daenerys, mais entre-temps, reste le cas de Cersei Lannister à régler. Justement, en apprenant ce que Sansa suppose comme la mort imminente de Cersei, alors que Daenerys va certainement lancer l'assaut sur la capitale, Jaime décide d'abandonner Brienne et de retrouver sa jumelle. Dans le discours de Jaime, certains voient une façon pour lui de blesser Brienne pour s'assurer qu'elle ne le suivra pas alors qu'il part décidé à tuer Cersei lui-même, mais je suis très loin d'être convaincu. Il me semble qu'il craint véritablement la mort de Cersei, qu'il aime depuis toujours, et je pense que ce n'est que sur place qu'il réagira au comportement de celle-ci. En attendant, la scène est terrible pour Brienne, et on aurait tous voulu que Jaime ne fasse pas un tel choix avec des mots aussi durs. Et du coup, bien sûr, je m'interroge quant au rôle de Brienne durant cette fin de saison, puisqu'elle a prêté le serment de protéger Sansa. Est-ce qu'elles vont seulement s'approcher de la capitale avant la fin des hostilités? Ce serait assez étonnant. Dans la dernière séquence de l'épisode, la tentative de Tyrion auprès de sa sœur est sincère. Encore une fois, il tente de parler au cœur de Cersei, ou est-ce qu'il en reste? Et du coup on s'interroge, Cersei est-elle vraiment enceinte? Et surtout, Euron va-t-il comprendre qu'il est anormal que Tyrion sache que Cersei est enceinte si l'enfant a vraiment été conçu par Euron? Ce qui est clair, c'est que Cersei fait un usage très précieux et malin de son avantage. Elle fait exécuter Missandei, ce qui ne fait qu'alimenter la rage meurtrière de Daenerys et sert parfaitement son plan. Même pour le dernier mot de Missandei, Cersei n'aurait pas pu rêver mieux. Reste maintenant à survivre à la fureur du Drogon. On peut aussi se demander, c'est vrai, pourquoi les scorpions installés sur les tours ne massacrent pas directement Daenerys et ses troupes, puisqu'ils sont à portée a priori, mais bon, je vous en laisse juge. Quoi qu'il en soit, Game of Thrones semble donc destiné à se terminer sur le fameux jeu des trônes avec son lot d'alliances, de trahisons et de tragédies, et on a laissé de côté tous les enjeux occultes, mais pourquoi pas les enjeux politiques. On fait aussi beaucoup du sel de la série. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous ai déjà menacé en introduction, je ne vais pas recommencer. Et je vous dis donc à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!